Bonjour, aujourd'hui je suis avec Olivier Lejade, Pierrick Gouget et Sébastien Kuntz et nous allons parler de la Global Game Jam 2011. Bienvenue dans Extra Life. Alors on va commencer tout de suite par vous présenter un petit peu. Donc Olivier, est-ce que tu peux nous faire part un petit peu de ton passif dans le jeu vidéo? Alors je suis le directeur créatif d'un petit studio indépendant parisien qui s'appelle Make and Sleep et je suis le co-organisateur avec Lizard de la Global Game Jam à Paris. Est-ce que vous pouvez vous présenter, vous également? Moi, ça fait 10 ans que je travaille dans la réalité virtuelle. J'ai bossé 4 ans aussi chez Virtools, donc qui crée des outils pour fabriquer des jeux vidéo. Et là, je suis en train de créer mon entreprise. D'accord. Pierrick. Moi, je suis étudiant en game design à Lizard Digital et je suis en stage chez Eco Software pour l'intégration du son sur Wanted Corp. Ok. Est-ce que, Olivier, tu peux nous parler un petit peu de la Global Game Jam 2011? Donc en 2010, on avait été présent, on avait filmé un petit peu les 2 jours pendant lesquels un certain nombre d'élèves ou genre de professionnels ou d'amateurs travaillant dans le jeu vidéo destinés donc à faire des jeux en 48 heures, nous parler de cette édition 2011, comment elle s'est déroulée, quelles étaient les nouveautés, quelles étaient les thématiques. Alors cette année, ça a encore grossi par rapport à l'année dernière. Globalement, il y avait 171 sites, presque 7000 participants, 6700 et des poussières. Et à Paris, on a grossi aussi, on était 70 personnes et il y a eu de tête 7 jeux, 8 jeux. 14. Ah, autant que ça, 14, voilà. 14 jeux, j'ai plus les chiffres en tête. Il y a eu 14 jeux qui ont été faits. Ok. Et donc du coup, quels étaient, parce que l'année dernière, je crois que les thématiques, il y avait Donkey, Qui et... Alors ça c'est fini, ça c'était les mots-clés. L'an dernier, il y avait des mots-clés par fuseau horaire et on les a supprimés cette année parce que c'était le bordel et personne n'aimait ça. Donc cette année, il y avait juste un thème général pour tout le monde qui était extinction. Et puis il y avait des achievements, donc des challenges optionnels qui étaient disponibles pour les jammers à qui ça suffisait pas d'avoir un seul thème. Ok. Et donc du coup, alors est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du début de vos projets à tous les deux, donc sur une thématique extinction, c'était quoi les premières idées? Les premières idées, moi j'étais pas parti sur le concept sur lequel j'ai terminé, mais du coup on avait 30 minutes pour faire un projet. Ouais. Enfin, faire un concept. Après, on avait 30 secondes pour le présenter à tout le monde. Et après, il fallait essayer de recruter un petit peu des personnes qui pourraient être intéressées par notre projet. Ok. Ouais, moi je m'étais imaginé un petit jeu, on se baladerait avec une chandelle et puis si on bouge trop vite, la chandelle s'éteint, donc à la fois il n'y a plus de lumière, donc extinction des feux. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler, Olivier, un petit peu du... Alors déjà, la Global Game Jam, pour resituer un petit peu, c'est pas un concours, il n'y a rien à gagner spécialement. Nous parler un petit peu de l'origine de l'événement. Et en fait, de la volonté derrière, quelle est l'idée? Alors, à l'origine, donc c'était il y a 3 ans, la première Global Game Jam, le concept était de populariser les Game Jam qui sont soit des événements sympathiques, et puis surtout de permettre de donner à des gens qui n'ont pas nécessairement des contacts dans l'industrie la sensation de qu'est-ce que c'est que de faire un jeu. Donc il y avait une espèce de volonté un peu éducative derrière, et de faire ça de manière globale à travers la planète. Et du coup, comment se passe entre guillemets, le recrutement? C'est-à-dire comment vous êtes arrivé à participer à ces Global Game Jam? Moi, c'est un pote qui était l'année dernière qui m'a dit viens, je suis venu. Ok. Et toi? Un ancien élève de Lizard qui m'en avait parlé et qui m'a motivé à venir. Très bien. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la Global Game Jam est ouverte à tout le monde. Ouais. Il suffit de s'inscrire et de venir dans la limite des places disponibles, bien entendu. Et puis, on se retrouve avec un mix d'amateurs, de professionnels, d'étudiants. Et c'est ça qui fait partie aussi du plaisir de la Game Jam, c'est de découvrir des personnes qu'on ne connaît pas nécessairement et de devoir s'adapter à des conditions qui sont assez difficiles. Alors 48 heures, c'est quand même ultra chaud, parce que non seulement donc, il faut trouver l'idée qui correspond à la thématique, et ensuite j'ai l'impression que peut-être un des éléments les plus difficiles, c'est le moment où on peut avoir personnellement une idée, mais il faut réussir à convaincre justement d'autres gens et quelque part à former une équipe en très très peu de temps, et ensuite à organiser cette équipe de manière à obtenir un projet qui soit fini et jouable en 48 heures. Est-ce que c'était difficile ce côté, juste la gestion humaine du projet, c'est-à-dire convaincre les autres?
Bah nous on a eu un petit peu de mal parce que comme c'est un jeu qui s'apparente un peu à Tetris, les graphistes ils étaient pas très partants au départ. Mais finalement il y a Vincent qui nous a rejoint et on a bien réussi à se répartir le travail par la suite, ça s'est passé parfaitement après. Vous étiez combien dans votre équipe? On était 5, il y avait un programmeur, on était 2 GD mais on s'occupait un petit peu de game designer. Ouais, deux game designers dont un qui s'occupait plus du son et moi plus de l'intégration du son. Ouais. Et donc un graphiste et un sound designer. Ok. Et toi dans ton équipe, parce que le projet était un peu différent, le tien? Moi au début j'ai commencé par montrer un peu le matériel spécial qu'on avait ramené. Ouais. Donc déjà ça avait ramené du monde. Ah, t'avais ramené quoi? Alors moi j'avais ramené un peu du matos de réalité virtuelle. Ouais. Donc j'avais ramené un petit casque ici donc qu'on a un peu bricolé. J'ai ramené des petits capteurs aussi. Donc tu l'avais déjà bricolé avant en fait? Le matériel j'avais déjà préparé avant. Ok. Donc elle avait des petits capteurs pour savoir où est la main, où est la tête. Ouais. Une petite Wiimote juste pour pouvoir interagir avec le monde. Donc on avait déjà une ou deux petites démos comme ça qu'on voulait montrer pour inspirer les gens pour créer des jeux vidéo autour de ça. Ouais. Et du coup on s'est retrouvés à 7. Ok. Donc on s'est dit... Bon alors Olivier nous avait dit essayez de pas dépasser 6 parce que ça va être compliqué à gérer. Donc du coup on avait un peu de mal à dire non finalement vous venez pas de notre équipe et finalement ça a très très bien tourné, tout le monde a réussi à bien s'entendre. On n'est pas parti sur le projet du départ, ça... Ah, c'est marrant parce que du coup, je me rappelle que l'année dernière, toi Olivier, t'étais assez ferme en disant genre on a 48 heures, il faut que les mecs vous soyez genre concrets, efficaces. Il faut pas partir sur des projets démesurés. Donc il faut par exemple pas partir sur de la 3D, etc. Paf, un projet en réalité virtuelle. Toute règle a ses exceptions et en l'occurrence, ils s'en sont très bien tirés, donc bravo à eux. Alors, parle-nous un petit peu de ton jeu. Donc comment ça joue, quelle était l'idée de base et comment vous avez réussi à justement à travailler sur cette thématique de l'extinction? Alors grâce à notre game designer qui a réussi à trouver toute une histoire autour de justement l'extinction de la race humaine. Ouais. Déjà ça partait costaud. sur un gros truc. En gros le jeu on se réveille dans un tube cryogénique. Ouais. On avance, on ne sait pas ce qu'on est, on ne sait pas ce qu'on fait là. On avance un peu, on essaie de sortir de ce labo. On trouve des indices un peu qui expliquent le contexte. Donc on trouve des notes, on avance. C'est un peu une escape room en fait aussi. Il faut trouver des indices, il faut des petites énigmes à résoudre pour sortir. Et à la fin, je ne vais pas tout vous gâcher, mais il y a un petit retournement de situation et on comprend que on n'est pas ce qu'on croyait être. Ce qui est intéressant aussi avec les projets de la Global Game Jam, c'est qu'il y a un site internet où tu peux télécharger ensuite tout ce qui a été fait en 48 heures à travers le monde pour ton jeu. Genre comment ça se passe? Il faut qu'on soit équipé pour pouvoir l'essayer. Il faut fabriquer soi-même son petit matos. On aurait bien aimé pouvoir faire un truc dans les 48 heures imparties. On pouvait jouer au clavier souris, mais on n'a pas eu le temps. Donc ouais. On a mis la chose en l'état. Donc si on construit soi-même son propre kit, ça devrait marcher. Tu l'expliques ça sur un site peut-être? Ça c'est expliqué, ouais. Génial. Ok. Tout expliqué. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton projet KZ? Nous c'était donc sur la base de l'extinction du monde, qui se désintégrait. Ouais. Et du coup c'était comme dans un Tetris où on contrôle les pièces, sauf qu'on avait un petit personnage qui se baladait sur le bas de l'écran et qu'il fallait faire monter de plus en plus haut et éviter qu'il tombe dans le vide. Que le sol se désintègre. D'accord. Du coup il fallait le faire monter de plus en plus haut le plus rapidement possible. Et pour nous aider, au fur et à mesure on débloquait des bonus qui nous permettaient soit de nous débloquer parce que ça nous arrivait souvent de nous enfermer, soit de faire sauter le personnage plus haut pour qu'il atteigne d'autres zones et pour grimper plus vite. Ok. Toi, Olivier, qu'est-ce qui t'a marqué en particulier sur cette édition? Est-ce que tu as vu des changements? Est-ce que c'est un truc le jeu vidéo, pendant un certain temps, c'était quand même un milieu assez fermé. Ensuite, tu avais des gens, des amateurs qui travaillaient, que ce soit dans la démo ou autre, qui avaient des vraies compétences techniques, mais qui ne savaient pas forcément comment faire un jeu. Aujourd'hui, il y a plein d'écoles qui existent, qui apprennent genre le game design, qui apprennent le level design, qui apprennent à faire un jeu vidéo. Est-ce que tu as vu des évolutions, du coup, avec la Global Game Jam, de gens de plus en plus performants, de plus en plus efficaces, qui avaient des idées plus arrêtées sur ce qu'il fallait faire? Alors, au niveau de Paris, pas vraiment encore, mais je dirais que c'est encore jeune, on n'a que 3 ans, donc il faut donner un peu de temps. Cela dit, ce qui est clair, c'est que d'un point de vue technologique, on a des outils qui sont de plus en plus performants et qui facilitent de plus en plus la création, le prototypage rapide. Ouais. Il y a des choses comme Unity, notamment, qui arrivent, et je pense que c'est une des raisons qui fait qu'on commence à voir des jeux 3D réalisables dans les 48 heures. Ça, c'est vraiment la grosse nouveauté qu'on sent fort. Entre l'an dernier et cette année, il y a vraiment eu une bascule. Après, au niveau des comportements, c'est pas encore perceptible, mais j'ai aucun doute que ça va venir dans les années qui viennent. Okay.
Et est-ce que tu penses que ça apporte quoi à tous les gens qui participent justement ces 48 heures bossées ensemble? Est-ce que c'est davantage technique, genre un apprentissage concret sur on fait un jeu vidéo avec des contraintes précises, ou est-ce que c'est plutôt un apprentissage humain, puisqu'en fait faire un jeu vidéo c'est aussi un travail d'équipe et donc s'entendre, chacun se confier des tâches, créer quelque part un pipeline de production ultra court. C'est les deux. C'est les deux parce que c'est exactement ce que tu viens de dire. On vit en 48 heures à peu près tout ce qu'on ressent dans une prod de manière plus diluée et plus intense parce que les conflits d'ego prennent plus d'importance quand ils sont étalés sur des mois et des mois. Mais sur 48 heures, on a à peu près un bon aperçu de ce que c'est que de faire un jeu vidéo. Et je pense que c'est toute la valeur de l'expérience. C'est que tu viens et en très peu de temps, tu vis ou tu as un ressenti de ce que c'est que de faire un jeu vidéo. Et donc, à la fois les problématiques techniques et bien sûr les problématiques humaines. C'est marrant parce que c'est vrai que très souvent dans tout ce qui est créatif, il y a en effet la notion d'ego qui rentre en jeu. Donc il faut savoir imposer ses idées. Parfois ça prend du temps, il faut faire un maximum de réunions, etc. Et là en seulement 48 heures, est-ce que vous avez découvert des choses? Est-ce que vous avez vu des gens un petit peu prendre une certaine dimension, parvenir plus facilement à imposer des idées, etc. Comment ça s'est passé au sein de vos équipes respectives? Est-ce que ça s'est bien passé déjà? Nous, étonnamment, tout s'est bien passé. Au niveau logiciel, rien n'a craché. Au niveau matériel, tout a marché. On a réussi à terminer 1 heure avant. On a eu le temps de faire des screenshots, des vidéos, un site web. Enfin, c'est du jamais vu. On sait pas, on a été touchés par la grâce, c'était magique. Même au niveau de l'équipe, moi je connaissais un seul programmeur. Ouais. Et on s'est retrouvés après avec un game designer, 2 sound designers et 2 graphistes. Donc on se connaissait pas et on a réussi à tous travailler ensemble de façon très efficace. On a fait un pipeline de production super rapide, super efficace. Et après sur le gameplay, moi je me suis un peu mis en retrait parce que c'était pas mon boulot. Donc après c'est le game designer qui a joué, qui s'est débrouillé avec les 3D artistes. Okay. Puis on crée une ambiance avec les sound designers et puis on a intégré tout ça, les interactions. Et puis tout s'est bien passé. Alors toi avec ton jeu qui est basé sur du Tetris, mais également avec une petite partie plateforme tactique, enfin pas vraiment plateforme puisque le personnage se déplace de lui-même. Tout seul, ouais. Et est-ce que tu as rencontré des problématiques spéciales durant ces 48 heures? Tout s'est bien déroulé au niveau de la production. Il y a juste un moment où, quand je commençais du coup à vraiment intégrer le son, où on a eu des petits problèmes pour mettre en commun. Et, on a fini par tout mettre sur serveur et du coup, là il n'y avait plus de problème. Mais pendant un petit moment, pendant 2 heures, c'est un petit peu dans le vide à tester 2-3 choses, quoi. Mais sinon, à part ça s'est vraiment super bien passé. On a réussi à se répartir les tâches comme il faut, à vraiment bosser. Et à se reposer dans les moments où il fallait, quoi. Donc on n'a pas eu vraiment de problème majeur, quoi. Est-ce que vous pourriez me parler un petit peu, moi ce qui m'avait intéressé aussi en 2010, je pense que c'était le cas aussi en 2011, c'est le côté participatif, c'est-à-dire qu'autant des équipes sont créées, il y a quand même possibilité de montrer son projet aux autres équipes et d'avoir du coup du feedback, voire un petit renfort technique sur certains aspects. Je sais qu'il y avait aussi des gens spécialisés dans le son qui bossaient par exemple sur différents projets. Ça s'est passé comment cette année? C'est toujours le cas. Parce que les sound designers ont l'avantage que leur charge en production est un peu plus légère que celle des autres spécialités. Et du coup, ils peuvent se permettre de voler d'un projet à un autre. Donc on prend volontairement un quota de sound designers un peu plus faible, ouais. Et on leur permet de travailler sur plusieurs projets en parallèle. Voilà. Okay. Et donc du coup, est-ce que vous avez eu des problématiques? Moi c'est un truc, 48 heures, évidemment c'est très très court, au niveau de la gestion du sommeil. Donc vous avez fait comment? Est-ce que vous avez eu l'occasion de beaucoup dormir? Est-ce que ça a été, et c'est aussi quelque chose que tu mettais en avant, c'est le côté il faut dormir. Parce que sinon le lendemain, si tu n'y arrives plus, c'est un point sur lequel j'appuie régulièrement au début quand j'explique un peu le processus à tout le monde, c'est qu'il faut effectivement, on est très tenté, on n'a que 48 heures, il y a beaucoup de choses à faire, on a envie d'y aller d'un bloc. Mais en réalité, si on fait ça, on perd plus de temps que si on essaie de dormir 3-4 heures par nuit pour gérer la fatigue. Parce que si on ne dort pas, on fait des erreurs, on devient irritable, on intègre mal. Et ça crée au final plus d'erreurs que si on se repose un petit peu. Vous avez pu dormir un peu ou pas? Ouais, moi j'ai réussi à dormir 2 fois 4 heures. Ouais. Mais moi je suis d'accord avec Olivier, ça fait longtemps que je travaille aussi. Et je sais que quand je suis fatigué, je ne sers plus à rien, je fais des erreurs que je vais mettre plus de temps à réparer après. Donc je sais qu'il faut que j'aille dormir. Par contre, ça peut être compliqué vis-à-vis de l'équipe où on a les autres qui peuvent avoir pris un petit café avant, qui sont un peu plus réveillés. On se dit, on va peut-être les lâcher. Donc c'est un peu dur par rapport à ce niveau-là en fait. Et toi?
Moi, j'ai dormi à peu près 6-7 heures, mais c'était vraiment nécessaire. De toute façon, il n'y avait pas de choix. Il y avait un moment où c'était plus possible de travailler. Puis le problème aussi, c'est quand on va se coucher, c'est qu'on est encore complètement la tête dans le projet. Du coup, pour en ressortir et vraiment s'endormir, surtout avec des boissons énergisantes en plus, c'est un peu compliqué, mais bon, faut bien se reposer, quoi. Et du coup, ce travail en équipe, est-ce que c'est les gens avec qui vous avez travaillé pendant ces 48 heures, est-ce que vous allez être amené à les revoir, genre est-ce que ça donne des envies de projets en commun, est-ce que parfois c'est une impression un petit peu de point de départ, ou alors c'est juste une expérience comme ça à un moment T qui se reproduira dans d'autres circonstances mais pas avec les mêmes gens? Est-ce qu'il y a des affinités qui se créent et qui peuvent perdurer en fait un petit peu? Pour ma part, vu que ça s'est bien passé et qu'on est quand même arrivé à un produit qui est, pour 48 heures, qui était, dont on est assez satisfait. Je l'ai essayé, c'est bien. Et du coup, merci. Du coup, on continue encore à travailler dessus, à débugger, à voir ce qu'on peut faire avec. On envisage plusieurs possibilités sans que ça nous prenne non plus trop de temps, quoi. Et on continue à mettre des versions. D'ailleurs, on a mis en ligne sur un blog, c'est kz.blogspot.com si jamais vous voulez suivre notre avancée. Ça, c'est bien aussi parce que donc il y a les 48 heures, et il y a l'objectif, donc ensuite c'est mis sur un serveur et bon, voilà, le contrat est rempli. Mais derrière, les équipes ont la possibilité de continuer, d'affiner en fait et de mettre ça à disposition de tout le monde. Tout à fait. Alors il y a deux bons côtés au post-Game Jam. C'est que le premier, effectivement, les développeurs peuvent continuer à travailler sur leur projet, et il y en a qui le font, et il y a des projets qui passent même commerciaux, c'est-à-dire qui partent de leur idée de Game Jam et qui à un moment arrivent à un degré de finition quelques semaines, quelques mois après, qui est suffisant pour qu'ils se disent bon bah là on pourrait peut-être le commercialiser, et qui passent commerciaux. Et puis il y a aussi l'intérêt de pouvoir aller jouer au jeu de tous les autres et voir comment eux ont abordé la problématique et quelle mécanique ils ont pu trouver eux. Donc si vous deviez, mis à part vos jeux, conseiller certains jeux qui ont été créés pendant ces 48 heures, quel que soit le pays, est-ce qu'il y a un titre, toi, qui t'a particulièrement marqué ou c'est difficile, je sais, mais... Alors moi, c'est très mal, mais j'avoue que j'ai pas eu le temps encore d'aller regarder des jeux des autres. C'est normal. Vous avez regardé un petit peu? Moi, j'ai eu l'occasion de tester un jeu d'un collègue, c'est Apocalypse Mall. Ouais. Et ça va, c'était plutôt fun à jouer en multijoueur à 4. Les 4 personnages couraient en scrolling, quoi, et il fallait éviter les obstacles, et ça rendait bien, quoi. C'était bien sympa à jouer. Il y avait Colors War, un petit jeu qui était assez sympa sur le fait de fallait manger des boules de la bonne couleur, puis après ça change, et ça c'était sympa. KZ, j'aimais bien aussi quand même. Puis il y avait Game Extinction aussi qui était assez intéressant. On joue un petit bug en fait qui commence à détruire le programme lui-même, et un thème assez sympa. Très bien. Petite question pour terminer, est-ce que sur ce type d'expérience, comme la Global Game Jam, est-ce que c'est davantage une formation pour créer des jeux indés, donc avec des petites équipes sur des projets liés à une idée forte, ou est-ce que c'est une expérience qui peut profiter dans des grosses structures, des grosses boîtes, Ubisoft, etc. Alors, c'est évidemment plus le format de l'équipe indé, puisque c'est une toute petite équipe de pluridisciplinaire de quelques personnes. Maintenant, je pense que les leçons qu'on retire d'un Game Jam, elles sont vraies autant pour une petite équipe indé que pour une grosse production. Et donc on tire plein de leçons qui sont utiles pour la production de jeux vidéo, quelle que soit la taille de l'équipe. Okay. Merci beaucoup, merci d'avoir participé à ce petit Extra Life. Et on se retrouve pour conclure le Global Game Jam, j'espère que ça va se poursuivre quand même. Bien sûr. Très certainement, je pense, avec Elysar Digital. Avec Elysar Digital là, en 2012 bien aussi. Ok. Et donc cette fois-ci encore un format plus grand peut-être. On va essayer. Bon, très bien. On se retrouve dans une petite semaine pour une nouvelle thématique. Et merci de nous avoir suivis. À bientôt.